Jean-Christophe, eh bien, merci pour ton topo sur l'importance des fuites sous PPC chez nos patients. Est-ce que tu as le sentiment que ces fuites sont bien perçues par le monde du sommeil? Est-ce qu'on prend en charge de façon efficace les fuites chez nos patients qui sont traités par PPC aujourd'hui? Fabrice, c'est très difficile de répondre à cette question parce que les fuites, on les télésuit, on les télémonitore, d'accord, mais elles n'ont aucun lien avec ce que perçoit le patient. Et les prestataires s'occupent du télémonitoring, les patients s'occupent de leurs sensations et disent aux prestataires qu'ils ont des fuites, mais si les prestataires ne voient pas les fuites sur le télémonitoring, ils disent non, vous n'avez pas de fuite, et les médecins, sur les fuites, ils s'y intéressent très très peu. Alors que je pense qu'il y a beaucoup à rechercher, parce que je pense qu'il y a un phénotype particulier de patients et qui est tout à fait médical, et il y a des thématiques extrêmement médicales à rechercher dans ce domaine-là. Voilà. Et or, je crois que les médecins aujourd'hui disent « Oh, les prestataires, oh, c'est les prestataires qui gèrent les fuites ». Or, je crois qu'il faut qu'ils s'impliquent dedans pour qu'on arrive à mieux comprendre ça. Alors pour aller plus loin justement, quelles seraient les actions potentielles à mettre en place ou les questions à poser aux patients potentiellement pour avoir une meilleure prise en charge de ces fuites justement? Alors, je ne sais pas. Déjà, la première chose, c'est de revoir complètement la façon dont on éduque les patients, et la ventilation par PPC, par nature, est une ventilation avec des fuites. Et si le médecin, quand il regarde ces données de télémonitoring, dit « Oh, il y a des fuites, le prestataire a mal fait son boulot, il faut d'abord corriger les fuites », non, il ne faut pas d'abord corriger les fuites. Il faut d'abord comprendre d'où viennent les fuites. Et que là, je ne sais pas s'il faut poser des questions, mais la première, c'est est-ce que les fuites vous gênent? Si elles ne gênent pas et qu'une polygraphie de contrôle externe ou une polysomnographie externe indépendante des données de la machine dit le patient est bien corrigé, il n'y a pas de persistance d'apnée ou d'hypopnée ou très modérée, et que le patient ne se plaint pas des fuites, on les laisse tranquilles. Et on arrête de se battre contre des fuites qui ne gênent pas. On se bat contre des fuites qui posent des problèmes. Donc il faut que vous identifiez les fuites qui posent des problèmes. Et quand il y a des fuites qui posent problème, il faut comprendre d'où vient l'origine de la fuite. Est-ce que c'est l'ouverture buccale? Et donc il faut que les systèmes de polygraphie, de polysomnographie intègrent est-ce que la bouche s'ouvre ou pas. Je trouve que ça serait intéressant. Que penses-tu de la sécheresse de bouche potentielle et quel serait l'intérêt justement d'avoir ce suivi par rapport à nos patients? Alors, typiquement, ça c'est l'effet adverse qui est le plus embêtant. Ça ressort de manière systématique dans les études. Et donc, on dit, on met un humidificateur, on met un masque nasobuccal de temps en temps, d'accord, mais très rarement, on réévalue le malade. Et donc, le médecin, typiquement, doit pousser le prestataire à réévaluer les malades quand ils ont des actions dessus. Or, les prestataires ne font pas ça à titre systématique. On a mis un masque nasobuccal, bon, au mieux, on passe un coup de fil, on regarde un peu les données, mais ce n'est pas une évaluation très standardisée. Et je crois qu'il faut évaluer de manière plus standardisée toutes les actions qu'on mène. Parce que le patient se plaint de sécheresse buccale, on va mettre un humidificateur. Si ça n'a pas marché, on n'a plus de cartouche. Pourquoi on n'a plus de cartouche? Parce qu'on ne sait pas faire autre chose que ça, que mettre un humidificateur. Et c'est là où il faut qu'on ait de la recherche plus performante. Est-ce qu'il n'y a pas des traitements à enlever, à diminuer? Est-ce qu'il n'y a pas des traitements à introduire pour éviter ça? Voilà. Est-ce que, par exemple, si on détecte une ouverture de bouche initiale, est-ce qu'il faut augmenter les pressions potentiellement dans un premier temps qui pourrait favoriser cette ouverture de bouche, ouais. Mettre un masque nasobuccal ou autre Alors, solution? c'est typiquement l'ouverture de la bouche, il faut évaluer si elle est passive, c'est-à-dire l'aptose liée à la diminution du tonus musculaire, simplement par exemple en sommeil paradoxal. Ça, on peut mettre une simple petite mentonnière peut-être. Enfin, il ne faut pas embêter ce genre d'ouverture de bouche-là. Si par contre l'ouverture de bouche elle est active, et ça tu ne peux l'avoir qu'à travers une documentation du comportement de la mandibule, si c'est actif, là c'est augmenter la pression. Avant de mettre quoi que ce soit, c'est que les événements ne sont pas corrigés, et c'est pour ça que le patient ouvre la bouche. Voilà. Et puis surtout, il faudrait peut-être arriver à un consensus, et on pourrait le faire, ce qu'on avait commencé à faire avec Dany Jaffuel, d'essayer de trouver, quand on voit ce type de polygraphie, qu'est-ce qu'on propose aux patients pour améliorer ces fuites.
par exemple, ou son ouverture buccale. Et avoir un peu un consensus entre professionnels autour de ça. Eh ben, voilà, un vaste sujet Ouais. à venir. Merci beaucoup, Fabrice. Merci.